notamment par rapport aux normes IAP, American Institute Petroleum. Ainsi, un autre fardeau qui était à la charge des réassureurs est celui de l'actualisation des valeurs. Parce que la perte économique de ce sinistre, qui a dépassé les 500 millions de dollars, mais avec une indemnité de 450 millions de dollars, a poussé les réassureurs à reprendre le dossier pour revoir les valeurs d'assurance et actualiser ces valeurs, et notamment le S&P. Le S&P qui a, depuis cette date, depuis 2004, n'a pas cessé d'augmenter. Il a augmenté à 750 millions de dollars, ensuite à 1 million de dollars, et actuellement, avec les nouveaux investissements, bien sûr, il est à 2 milliards 750 millions de dollars pour les installations de Sonatrach. Du côté assurance, côté marché, le marché s'est organisé en consortium, un groupement pour éviter la concurrence intercompagnie et la bagarre sur les prix. Pourquoi? Parce que c'est des risques fortement réassurés et on doit unir nos efforts pour transférer cette concurrence interne vers le marché international. Ceci a permis à l'ensemble des marchés d'augmenter sa capacité de rétention nationale et de créer une certaine synergie afin de rechercher la meilleure couverture pour notre client en commun qui est la Sonatrach et de choisir un panel de sécurité acceptable et capable demain de répondre à des sinistres importants. Voilà ce que je peux vous dire sur notre expérience sur le risque important de Sonatrach. On a beaucoup par la suite de sinistres, mais pas avec une telle ampleur. Mais ce sinistre reste comme la case de départ pour une nouvelle réflexion sur la gestion des sinistres énergétiques. Ça, c'est un cas pour des sinistres man-made event. On va essayer, à la demande du membre de la FANAF, c'est-à-dire d'avancer sur les risques événements, sur les risques CatNat. Bon, je ne sais pas. Comme vous le savez, un risque CatNat, c'est un événement majeur qui touche l'être humain. Il peut avoir des conséquences dévastatrices sur le plan humain et sur le plan matériel. Depuis les années 90, le monde a connu plusieurs catastrophes, avec notamment le changement climatique. D'ailleurs, l'année 2023, les conséquences économiques de ces divers événements naturels a dépassé les 380 millions de dollars. On peut citer pour notre région les deux sinistres importants, celui de la Turquie, en février 2023, avec des pertes économiques de plus de 46 millions de dollars. Aussi, nous avons le sinistre qui a touché le Maroc, avec plus de 2962 morts et plus de 7 millions de dollars de pertes. On peut se limiter ici, mais il y a d'autres sinistres, des événements naturels, notamment météorologiques, le slide de Mickey les a schématisés risque par risque concernant l'ensemble des ouragans, les tempêtes ayant touché le monde durant l'exercice 2023. Et les slides sont à votre disposition dans le site de la FANAF si vous voulez avoir plus de précisions sur l'ensemble des événements par pays. On différencie par rapport à ces sinistres deux types de pertes. Il y a les pertes économiques subies par les pays, les États, et il y a les pertes subies par les compagnies d'assurance. Pour les pertes subies par les pertes économiques, nous avons constaté que la perte la plus importante, elle est au niveau des sinistres tremblements de terre. Donc, je disais que les sinistres tremblements de terre, c'était les sinistres les plus frappants et qui ont
enregistré des pertes énormes au niveau de notre continent en 2023. Par contre, et là vous avez des slides, comme je disais, que vous pouvez les consulter sur la répartition des pertes économiques par pays, que ce soit pour la région Amérique-Pacifique, que ce soit pour notre région Europe, EMA, que ce soit pour la région de l'Amérique du Sud et pour l'Asie. Je ne vais pas m'attarder, vu le temps qui m'a été alloué, sur de telles présentations, et je veux partager avec vous juste l'expérience de la CAT dans la gestion de l'ensemble de ces périls. Donc, je disais que, en termes de pertes économiques, c'est le tremblement de terre, mais les pertes causées aux assurés et aux réassureurs, c'est beaucoup plus les tempêtes et les vents violents, notamment en Europe, qui ont enregistré plus de 60% des pertes au niveau du marché de la réassurance. L'Algérie, à l'instar des autres pays, n'a pas été épargnée depuis des années par rapport aux différents sinistres, à commencer par le sinistre tremblement de terre qui a touché la région de Chlef en 1980 et qui a eu beaucoup de morts et beaucoup de pertes. Cela a poussé les pouvoirs publics à réfléchir sur un système de couverture contre les calamités naturelles en installant un fonds pour les calamités naturelles. Ce fonds est alimenté par les primes d'assurance à hauteur de 1% de l'ensemble des marchés. Toutefois, les inondations de Bab el-Oued à Alger en novembre 2001 et le séisme de Boumerdès du 23 mai 2003 ont montré les lacunes de ce système et ont accéléré la mise en place d'une assurance obligatoire contre les effets de ce risque à travers la promulgation de l'ordonnance 03 de 2003 relative aux assurances. À partir du 1er septembre 2003, les assureurs algériens sont obligés d'accorder la couverture des risques CatNat et remplacent ainsi les pouvoirs publics dans l'indemnisation des victimes de ces catastrophes. Ce système bénéficiait du soutien financier de l'État en cas d'épuisement des capacités, et ce à travers notre réassureur national qui est la CCR. Ce décret précise que tout propriétaire, qu'il soit personne physique ou morale, propriétaire d'un bien immobilier situé en Algérie, qui doit souscrire une assurance CatNat obligatoire couvrant les 4 risques majeurs: le tremblement de terre, les inondations et coulées de boue, les tempêtes et vents violents et les mouvements de terrain. Récemment, il y a des réflexions pour ajouter d'autres risques comme les feux de forêt, parce que l'Algérie n'a pas été épargnée, selon les 2 derniers exercices, par rapport aux feux de forêt qui ont touché pas mal de régions, et on a eu beaucoup de pertes économiques dans ce sens. Le dispositif CatNat de 2003, il fait la distinction entre les biens immobiliers pour les particuliers et entre les installations industrielles et commerciales. Pour les biens immobiliers des particuliers et pour éviter la sous-assurance, les capitaux déclarés ne devraient pas être inférieurs une formule, c'est la superficie bâtie par rapport au prix normatif. Donc, la personne qui déclare ou bien qui souscrit un contrat d'assurance, il y a un minimum pour la couverture de ces risques. Par contre, pour les installations industrielles et commerciales, les assurés, ils couvrent contenu-contenant, c'est-à-dire le bâtiment qui abrite les installations à l'intérieur et même les marchandises. Et donc les bâtiments sont par rapport à la valeur de reconstruction et les équipements à leur valeur de remplacement, et bien les marchandises par rapport à la valeur vénale. Ce dispositif donne une garantie limitée à 80% pour les biens immobiliers et 50% pour les installations commerciales et industrielles, sachant que l'ordonnance 07-95 permet à notre marché de souscrire les événements catastrophes naturelles, c'est-à-dire les événements tremblements de terre, inondations, dans le cadre des assurances conventionnelles
dans la catastrophe ou bien l'incendie à hauteur de 50%. Donc si demain il y a un sinistre, c'est le cumul des deux garanties qui peut être intervenu. Ce dispositif, il fixe des dates pour la déclaration, parce que pour la déclaration, à partir du moment de l'enregistrement de la catastrophe, l'État a 2 mois pour pouvoir déclarer par un décret interministériel que telle région est déclarée en CatNat. Et donc, à partir de ce délai de 2 mois et à l'apparition de cet décret interministériel, les assurés ont un délai de 1 mois pour pouvoir déclarer leur sinistre. Passé ce délai, les assureurs, ils ont une obligation de désigner l'ensemble des experts et de formaliser les dossiers dans un délai de 2 mois. Et un délai supplémentaire d'1 mois pour régler l'ensemble des sinistres. Ça veut dire qu'à partir du moment de la déclaration ou bien à partir du moment de la survenance de la catastrophe, le marché algérien a une durée de 6 mois pour régler l'ensemble des clôtures, l'ensemble des sinistres engendrés par ces catastrophes. Oui, c'est bon, c'est pas encore. Donc, en termes d'assurance et de réassurance, nous avons des traités avec notre réassureur national, nous cédons 70% et nous retenons 30%. Et même cette rétention, elle est couverte par un traité stop-loss si jamais les pertes dépassent les 100%. Et c'est là qu'intervient l'État par la garantie délivrée à la CCR. Même la CCR, ils ont un traité de réassurance dans le cadre de la CIP, c'est Algerian Catastrophe Insurance Programme. Cette couverture à l'international. Le taux de pénétration de l'assurance CatNat dans notre marché, elle est un petit peu faible. Parce que sur un parc de 9 millions de logements, nous n'avons que 1 million de souscriptions de contrats pour les biens immobiliers, soit un taux de pénétration de 11% et 20% pour les installations commerciales et industrielles, qui est faible par rapport au marché turc qui affiche un taux de pénétration de 46%. Si on peut, c'est-à-dire parler du système marocain, ils ont deux systèmes. Ils ont un système assurantiel, comme tout le monde, il est basé sur la souscription des contrats d'assurance. Ils ont un système allocataire qui a montré ses preuves lors du dernier sinistre, qui a consommé une enveloppe de top loss de 300 millions de dollars. Et même le système assurantiel, et mes collègues de SIR, ils peuvent confirmer, dans le cadre de leur pool, ils ont payé quelques 100 millions de dollars par rapport à la convention assurantielle. Et j'ai appris dernièrement que même le marché égyptien, il veut acheter une couverture avec ce système allocataire pour les couches les plus démunies qui ne peuvent pas souscrire une assurance et payer le prix de cette assurance. On peut citer aussi l'exemple de Turcs qui ont un pool d'assurance catastrophe turque créé en 2020 et qui est géré par l'État et qui a montré sa force parce que le taux de pénétration il est vraiment important. En conclusion, on peut dire que le marché de l'assurance et de la réassurance pour les catastrophes naturelles ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, le renouvellement pour 2024, ils ont affiché des progressions allant jusqu'à 50% pour certaines régions. Notre région MENA a été subie par une augmentation des tarifs de 15 à 25%. Et d'ailleurs, même d'autres restrictions par rapport à la capacité de souscription où les rétrocessionnaires ou bien les grands réassureurs ont exigé à nos rétrocessionnaires d'avoir une priorité plus importante, voire 2 fois, 3 fois les priorités initiales. Donc, ceci par rapport aux catastrophes naturelles. Si malheureusement on n'a pas beaucoup de temps pour vous parler des énergies renouvelables, mais vous avez dans le site de l'ANAFANAF toute la présentation. Parce que si nous voudrions améliorer ou bien atténuer les conséquences des tremblements de terre, nous devons agir
sur l'émission des gaz à effet de serre. Et l'Algérie a une mission de réduire ces gaz à effet de serre de 22 à 7% sur 10 années. Et donc, c'est pourquoi je voulais terminer avec les énergies renouvelables. Quelles sont? Parce que l'Afrique a un potentiel très très important en termes de soleil et qui peut être utilisé notamment pour l'agriculture, et l'Afrique peut avoir son indépendance en termes d'électricité avec un taux d'ensoleillement de 2600 heures à 3600 heures. Ça, c'est pour uniquement les photovoltaïques. Aussi, en ce qui concerne l'éolienne, nous avons un potentiel très très important. Très très important parce que nous avons les vents et qui peuvent avoir un impact positif dans la production d'électricité. Mais pour ça, il faut encourager les investisseurs, ramener les investisseurs à donner de l'argent pour l'exploitation de ces gisements. Mais cela ne peut être fait que par l'accompagnement des assureurs. Les assureurs, ils ont un rôle très très important dans l'accompagnement de ces investisseurs. Et là, on a besoin peut-être de l'intervention des courtiers et des différents MGA pour faire des analyses et pour faire des assurances, comme il a dit le monsieur, des assurances paramétriques en installation peut-être des capteurs sur les photovoltaïques, sur les éoliennes, pour dégager des ratios en termes d'assurance. Donc, le monsieur ne cesse de me dire, je vous remercie pour votre écoute. Vous avez la présentation. Merci. Merci beaucoup, M. Ryuba. C'est un spécialiste passionné des énergies renouvelables, de la transition énergétique. Et je pense, comme il a dit dans le document qui est transmis, qui est sur le site, ceux qui s'intéressent à cette question trouveront beaucoup à dire, à réfléchir sur les énergies renouvelables, sur les formes d'assurance, sur la typologie des sinistres. Donc c'est un document fort instructif que nous vous recommandons vraiment de consulter. Nous avons retenu des idées fortes donc, dans sa présentation. D'abord qu'il ne faudrait pas attendre dans nos pays d'avoir des big loss, de gros sinistres, à l'exemple de la Sonatrach, pour mettre en place des stratégies donc, nationales ou régionales, même j'allais dire, de prévention, d'anticipation, de réduction des risques et de gestion des crises. Parce que quand ça arrive, les mécanismes traditionnels ne nous permettent pas d'y faire face. Et ça engendre d'autres dommages au niveau de l'économie, au niveau du pays, mais aussi pour les assureurs que nous sommes, qui couvrons ces risques. Donc il faudrait vraiment anticiper que ces mécanismes, ces stratégies globales soient mises en place avant d'arriver à ces catastrophes comme nous en avons connu dans plusieurs de nos pays. Également, en termes d'idées fortes, je retiens le potentiel important de primes que recèle donc l'approche, donc l'assurance des risques catastrophiques, des risques émergents, mais également les mécanismes qui sont mis en place, les régimes d'assurance donc de ces catastrophes en Algérie, au Maroc, en Turquie, dans d'autres pays. Et là, en Afrique subsaharienne, ce n'est pas encore développé. Et je pense que c'est un chantier important pour la FANAF, pour la CIMA, pour nos autorités également, d'aller un peu dans ce sens pour réduire les impacts importants pour les populations, les entreprises, mais également pour l'économie. Ce sont les enjeux vraiment des risques émergents, des risques catastrophiques, comme ça a été dit. Et enfin, il a évoqué un peu, c'est en ce qui concerne les mécanismes innovants de financement, les 4 bonds. Hein, je pense que ça c'est apparu sur le slide, ça n'a pas été développé. Mais c'est un élément important également, que les capacités financières qui nous font défaut pour couvrir ces risques, qu'on y travaille un peu avec les intermédiaires financiers pour que les marchés financiers, comme ça se fait dans les autres pays, aux États-Unis, en Europe, que les marchés financiers, l'épargne nationale contribuent donc à renforcer les moyens des assureurs pour faire face à ces risques. Voilà, je pense que c'est la réassurance financière, c'est les assurances alternatives, c'est les finite, ça a été dit. Donc, Insurance Linked Securities, comme c'est bien développé dans le monde anglo-saxon, il faudrait bien qu'au plan réglementaire également, qu'il y ait cet accompagnement dans le régime financier, donc pour qu'on puisse vraiment avoir ce recours. C'est important. Sans plus tarder, je vais passer la parole à la salle. Nous avons quelques minutes donc, avec l'autorisation de la FANAF pour avoir quelques questions, donner des éléments de réponse et clore. Donc,
il y a une première question par là. Le micro, s'il vous plaît. Micro baladeur, il y a une question devant. Vous présentez et vous précisez éventuellement le destinataire de la question, si possible. Merci, Monsieur le Président. Mes remerciements également aux intervenants. Moi, j'ai des questions à poser aux intervenants. La première concerne la notion ou l'aspect du risque émergent. Donc, bon, je me présente, moi je suis un enseignant de la faculté, je suis professeur de droit des assurances. Donc, en général, on donne la définition du risque comme un événement futur dont la réalisation ne dépend pas de l'une des parties. Donc, le risque émergent, moi, je n'ai pas bien compris cet aspect-là. Est-ce qu'il s'agit d'un risque qui a déjà, d'un sinistre qui a déjà réalisé et on s'assure, c'est-à-dire les effets futurs de ce risque-là. Donc, j'aimerais avoir plus d'explications sur cet aspect. Donc, ma question ici est adressée au premier intervenant. Pour le deuxième, bon, le sinistre. Selon les catastrophes, est-ce que le sinistre, la notion du sinistre est donnée par l'État? C'est l'État qui précise que le sinistre, et après, les gens peuvent demander leur indemnisation. Donc, sur cet aspect encore, je voudrais c'est-à-dire certaines explications. Je vous remercie. Merci. D'autres questions? Je pense que derrière, il y a une question également. Au fond de la salle. Bonjour, c'est M. Garbi, directeur général adjoint au niveau de la CCR. J'ai deux questions. La première question à M. Louisol. Est-ce que vous pensez que les mécanismes de marché sont en mesure de prendre en charge tous les risques émergents? Est-ce que l'État ne doit pas intervenir? Et si l'État doit intervenir, je pense que vous avez évoqué les mécanismes de partenariat public-privé. Est-ce que ceci ne peut pas constituer une menace sur l'industrie de l'assurance, parce qu'il y a l'interventionnisme de l'État? Et la deuxième question s'adresse à M. Rouibah. Donc, nous avons bien noté que le schéma d'assurance des 4 NATO en Algérie a montré un certain nombre de limites, parce que le taux de pénétration ne dépasse pas les 15%. Comment pensez-vous qu'il faut agir pour augmenter le taux de pénétration? Et entre parenthèses, quelles sont les leçons à retenir pour ne pas refaire les mêmes erreurs? Ça fait 20 ans qu'on est sur le dispositif. Donc sinon, les autres pays africains aimeraient avoir un schéma semblable. Je pense que ça serait la moindre des choses de leur dire un peu le retour d'expérience pour ne pas refaire les mêmes, entre parenthèses, les erreurs. Je vous remercie. Merci. Au fond de la salle, il y a une... Au fond. Je pense qu'on peut prendre cette troisième question et passer aux réponses avant de solliciter d'autres questions en cas de besoin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, je m'appelle Mohamed Dao. On n'entend pas. M. Ndao, vous pouvez reprendre.
Merci. Donc, je disais que je suis le conseiller spécial du président directeur général de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques. Et je voudrais d'abord remercier les panélistes, Monsieur le Président, le professeur Jean-Louis Luiseau, que je connais très bien. Nous avons cheminé un certain temps à l'IIA. D'abord, je voudrais évacuer une question sur le taux de pénétration de l'assurance en Afrique. Parce qu'en général, on nous taxe d'avoir un taux de pénétration assez faible, 1%, 2%, certains, même les plus optimistes, nous parlent de 3%. L'explication, elle est toute simple, parce qu'effectivement, les assureurs commerciaux s'intéressent essentiellement à une partie de la population, la partie la plus faible. Ceux qui ont des risques à couvrir. Mais la population rurale est effectivement le parent pauvre et ils ont des risques à couvrir et ils ont les moyens de les faire couvrir. Nous avons au niveau de l'Union africaine installé une institution, ARC, qui en l'espace d'une décennie a couvert aujourd'hui plus de 100 millions de personnes en Afrique. Et notre objectif est d'atteindre les 150 millions de personnes en 2025. Je pense que si on tient compte du nombre actuellement couvert par ARC seulement, je pense que le taux de pénétration dépasserait largement effectivement les taux qui sont annoncés. Et si vous voyez que ce soit dans le continent européen ou dans le continent américain, c'est parce qu'effectivement ces populations rurales sont prises en compte, leurs contrats sont pris en compte pour effectivement déterminer le taux de pénétration. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est effectivement dire que l'Afrique, l'Union africaine a sa solution. C'est une partie, parce que tous les risques de catastrophe ne sont pas des catastrophes liées au climat. Et l'Union africaine a choisi effectivement les risques climatiques pour les couvrir. Les inondations, la sécheresse d'abord, les inondations, les épidémies qu'on a commencé depuis 2022. Mais je voudrais attirer l'attention même sur un fait. Quand les assureurs couvrent les populations, les risques de catastrophes également, il faudrait que ce soit des catastrophes qui couvrent l'essentiel de la population, une partie importante de la population. Si vous voyez, effectivement, on parle des tremblements de terre, l'impact de la sécheresse en Algérie n'est pas la même que l'impact d'un tremblement de terre dans le même pays, etc. Donc, je pense qu'effectivement, je voudrais inviter la FNAF également à tenir compte de la population majoritaire qui est là et qui a des besoins qu'il faut couvrir. Au niveau de l'Union africaine, donc cette mutuelle panafricaine de gestion des risques a une filière financière qui est African Risk Limited, qui est une compagnie d'assurance qui est aujourd'hui dans des risques macro, mais qui a entamé depuis cette année-ci effectivement les risques non souverains, parce que ARC Limited ne couvrait que les États dans les risques de catastrophe. On a commencé par la sécheresse, comme j'ai dit tout à l'heure, et progressivement, nous étendons les risques majoritaires qui couvrent les populations. Mais depuis 2024, nous allons à partir de 2024, s'occuper des risques souverains, en tout cas pour les risques climatiques. Que les compagnies d'assurance sachent qu'effectivement, ARC a la possibilité de les accompagner dans les risques souverains, dans les risques non souverains, mais seulement en paramétrique. Parce que ça également, c'est un élément important. On n'a pas le temps de beaucoup développer compte tenu des délais qui nous sont impartis, mais il est important de savoir que les populations rurales, en général, doivent et méritent d'être accompagnées davantage. Et les risques, il y a une complémentarité entre les quatre, les risques de catastrophe couverts au niveau de la CAT et au niveau de ARC Limited. Il n'y a pas de contradiction. Je vous remercie. Je pense que nous allons commencer à répondre aux questions et contributions, enfin faire des observations sur les contributions. Merci pour la pertinence donc, de ces questions. Nous passons la parole à Luiseau d'abord, pour les éléments de réponse. Je voudrais répondre assez rapidement aux trois questions en fait. La première, qu'est-ce qu'un risque émergent?
il y a une taxonomie derrière. Il y a 3 grands types de risques émergents, mais on pourrait en débattre à l'infini, hein. Ça serait un débat entre universitaires et on pourrait le tenir, ce n'est pas le lieu. Mais en gros, il y a les risques nouveaux, de sources nouvelles qu'on n'avait pas imaginées. Il y a les risques combinés, c'est-à-dire les risques qui arrivent simultanément et qui combinent et explosent au niveau des conséquences. Et puis il y a enfin les risques liés à la complexité qui fait qu'un certain nombre de choses surviennent simultanément qu'on n'avait pas envisagées. Bon, c'est les 3 grandes sources. On pourra en débattre, j'y reviens à l'infini. Mais globalement, un risque, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas survenu et qui pourrait survenir. Ou bien ça a survenu et on peut établir, je l'évoquais avec les actuaires, des projections statistiques, ou bien parce que la théorie du chaos s'appliquerait, pour simplifier, et à ce moment-là, on ne peut pas faire de statistiques à partir des événements du passé. Et on est obligé de travailler par scénario ou par réflexion de ce style-là, en utilisant différentes projections. Pour ce qui est de la seconde question, bien entendu, tout le monde ne peut pas, le marché globalement ne suffirait pas, d'autant plus si je prends la remarque du 3e intervenant sur le taux de pénétration actuel de l'assurance en Afrique. Donc il y a effectivement une nécessité d'intervention des États. On l'a vu d'ailleurs sous différentes formes à propos des catastrophes naturelles, tant aux 3 expériences évoquées, du côté du Maroc, du côté de l'Algérie, du côté de la Tunisie, la Turquie, on pourrait reprendre à l'infini. Et puis un 3e élément que je voudrais quand même évoquer ici. Est-ce que vous savez, c'est-à-dire la nécessité de faire intervenir les marchés financiers, par-delà les 4 bonds, hein, il y a d'autres formes que les 4 bonds pour intervenir les marchés financiers. Est-ce que vous savez que la capacité cumulée de l'ensemble des assureurs et assureurs du monde entier, est égale à peu près à 1% des montants échangés sur la bourse de New York en une journée. Donc, la capacité des marchés financiers à absorber les risques de souscription en transformant, puisque c'est ça finalement les 4 bonds et autres, on transforme un risque de souscription en risque sur les taux d'intérêt, avec différentes formes, ou bien on renonce en particulier au principal, ou on renonce simplement à la rémunération, ou on veut une rémunération minimum. Ça, c'est les fameuses 3 tiers. On n'y reviendra pas. Mais en clair, et pour répondre à votre question, oui, bien entendu, les États et les marchés financiers doivent intervenir, car les montants évoqués par le président tout à l'heure à l'ouverture de la séance montrent bien que chacun des États n'est pas capable de faire face lui-même. C'est ce que j'ai évoqué aussi avec les solutions inter-États, quand j'ai évoqué la Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et même jusqu'au Sénégal. Merci. Bon, je commence, malgré que la question a été posée à M. Louis, mais par rapport au risque émergent, parce que la notion disons de l'université et la notion des assureurs, elle diffère un petit peu, parce que pour nous, les risques émergents, c'est un risque qui a déjà réalisé. Et d'ailleurs, même cette notion, elle commence à changer. Je prends l'exemple des cyber-risques, qui est considéré comme, jusqu'à un passé récent, comme des risques émergents. Elle a été classée avant-hier comme un risque majeur par Allianz. Donc, vu les conséquences fâcheuses d'une attaque cyber sur une centrale nucléaire ou bien sur l'activité économique en général. Ça, c'est par rapport à la notion des risques émergents et la vision des assureurs par rapport les économistes. Et je salue l'intervention de M. Louis. Par rapport à la deuxième question de M. Gharbi, le faible taux de pénétration de l'assurance CatNat en Algérie et quels sont les moyens qu'on devrait mettre en œuvre pour augmenter ce taux, c'est que malheureusement, les compagnies d'assurance ne peuvent jouer le rôle de policier pour inciter ou bien pour exiger à l'ensemble de la population de s'assurer contre les catastrophes naturelles. Les 2 seules solutions qui ont été faites, c'est par rapport à la transaction commerciale des biens immobiliers où les notaires exigent un contrat CatNat, ou bien lors de la remise du bilan des entreprises, au mois de mars, ils exigent un contrat d'assurance CatNat. Mais ce n'est pas suffisant.
Donc, des réflexions ont été montées pour inciter les gens. D'ailleurs, dans notre compagnie, on a émis des produits EPAC, des produits pour inciter les gens à souscrire les CatNat en donnant des réductions en multirisque habitation. Pour quelqu'un qui souscrit la CatNat, il a le droit à une réduction de 50% en multirisque habitation ou bien en multirisque professionnel. Aussi, il peut avoir une réduction de 25% en automobile. Sauf que ça reste la méconnaissance de l'assurance et les gens ne savent pas l'importance de l'assurance qu'après sinistre. Il y a d'autres mesures incitatives qu'on a proposées et là je rejoins, c'est-à-dire les idées proposées en salle, c'est l'intervention de l'État. Mais comment se fait cette intervention? Ce n'est pas après coup que l'intervention de l'État est souhaitée, mais c'est bien avant. C'est la subvention de l'État, elle devrait être faite sur les primes d'assurance. Au lieu que le client ait vu les augmentations des tarifs, l'État doit intervenir pour réduire le coût de l'assurance et de ce fait inciter les gens à souscrire. Il peut l'État intervenir avec d'autres mécanismes, si bien les exonérations fiscales ou bien la réduction du coût du fisc. Donc il y a plusieurs aspects que l'État peut intervenir pour inciter et pour fédérer l'ensemble des gens à souscrire ce type d'assurance. La troisième question, je pense, c'était le monsieur qui a parlé de la sécheresse. C'est vrai, pour le continent africain, la question la plus importante, c'est comment couvrir la tranche de la population la plus importante, c'est bien des agriculteurs, c'est des paysans qui n'ont pas les moyens. Je ne parle pas des grands agriculteurs, mais il y a toujours des solutions. C'est l'assurance paramétrique et c'est l'assurance c'est la micro-assurance. Donc, on a participé dans des groupes de travail et je pense qu'il y a un modèle qui a été émis par Suisse dans le Ghana. C'est par rapport à l'assurance paramétrique où les agriculteurs, c'est-à-dire les compagnies peuvent adosser une petite prime dans le prix du grain et en cas de sécheresse, on peut rembourser uniquement les intrants, c'est-à-dire les coûts des engrais et le coût de la semence. Et c'est comme ça qu'on peut petit à petit vulgariser un système d'assurance pour couvrir le maximum des populations. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la sécheresse. Si vous avez d'autres questions, ils sont les bienvenus. On va essayer de répondre si on peut. Merci. Oui, bonjour. Vous voulez rajouter quelque chose? Sur la première question. Oui. J'ai oublié. Je m'excuse. Par rapport à la déclaration de l'état de catastrophe naturelle, vous savez que quand l'incident arrive, les pouvoirs publics ne vont pas s'attaquer sur la déclaration. Le premier objectif, c'est bien de sauver les populations, c'est sauver les êtres vivants, c'est de pallier à cet incident. C'est pourquoi il y a toute une durée de 2 mois pour l'état de catastrophe. Parce qu'au départ, il y a les déclarations du plan Orsec. C'est l'ensemble, c'est quelques 11 ministères qui devraient se réunir pour enclencher le process. Et donc, la première mission des pouvoirs publics, c'est de recenser les dégâts humains et les dégâts matériels, remplacer les gens s'il y a des effondrements des bâtiments. Donc, c'est tout ce délai de 2 mois pour permettre au pouvoir public de recenser et d'enclencher, c'est-à-dire de décider d'enclencher la déclaration de catastrophe naturelle. C'est l'État, par un décret interministériel qui doit paraître dans le journal officiel, qui décide que telle région qui a subi catastrophe naturelle avec énumération de l'ensemble des APC ou bien des régions touchées par l'état de catastrophe. Est-ce que j'ai répondu? Merci. Voilà, merci. Merci donc pour les questions. Merci à tous pour les contributions et les questions. Effectivement, le temps ne nous permet pas d'aller plus en profondeur. Donc nous sommes obligés d'arrêter les questions compte tenu du fait que le deuxième panel va démarrer tout de suite. Donc je pense qu'il y a des éléments de réponse qui ont été apportés à vos contributions, à vos questions.
Donc, nous vous remercions tous donc, pour votre participation et nous remercions également les deux panélistes donc, pour les présentations, mais aussi pour les recommandations et les orientations, les pistes de solutions qui sont données. Et je pense qu'ils ont été bien notés. Il y a déjà des débuts d'exécution avec des avancées en matière de réglementation sur la microassurance avec la CIMA. Je pense qu'il y a de nouvelles dispositions qui ont été adoptées. Il y a également un travail de lobbying, de sensibilisation à faire avec nos États, comme nous l'avons dit, pour des stratégies globales de prévention, de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Sur les mécanismes également innovants de financement, je pense que le message est passé. Donc je voudrais vraiment remercier toute la salle, remercier les intervenants et passer la parole aux organisateurs pour le panel qui va suivre. Merci à tous. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite pour une pause café offerte par la CNA Assurance, qui est la compagnie nouvelle des assurances de M. Abdallah Karachi, qui est aussi le président